bienvenue à tous nos auditeurs pour ce nouveau LabPod. Bonjour Carole. Bonjour Jean-Luc, bienvenue à eux. Bon, alors aujourd'hui on a choisi de s'attaquer à un sujet un peu particulier. Dans la grande famille des bots, on va s'intéresser aux voicebots et aux fameux voicebots de la mort. Mon Dieu, j'ai peur. Alors qu'est-ce que c'est qu'un voicebot de la mort, Carole ? Alors a priori c'est un bot avec tout ce qu'on lui connaît de fonctionnel qui en entrée arrive à capturer le flux audio de ma voix pour pouvoir le transcrire et pour pouvoir ensuite être analysé en intention de façon à pouvoir offrir une réponse à l'utilisateur. Donc c'est vraiment cette dimension, j'utilise ma voix et le système de dialogue arrive à intercepter les éléments principaux de ma demande et de ma phrase. Alors dans un voicebot, il y a souvent deux aspects. Il y a l'input et l'output. Tout à fait. Donc il y a à la fois effectivement la capacité à transcrire, je dirais, un signal audio en quelque chose qui est un contenu textuel. Et puis il y a l'inverse. Donc, la synthèse. Voilà, si tu veux nous en dire un peu plus. Alors la synthèse, ça va être cette capacité en sortie, une fois qu'on a fait toutes les analyses qui vont bien à partir du texte du locuteur, de pouvoir renvoyer vocalement une réponse, c'est-à-dire synthétiser de la parole, synthétiser une voix pour pouvoir me répondre. Bien évidemment, un voicebot, c'est du vocal en entrée et en sortie, mais ça peut être d'autres configurations, c'est-à-dire qu'on peut parfaitement décider de faire une entrée vocale, mais une sortie textuelle, parce que on n'a pas forcément envie, dans le cas d'usage auquel on pense, que le bot vocifère dans une pièce une réponse. Comme on peut décider, au contraire, qu'en entrée, l'utilisateur va utiliser un écran pour taper sa question ou son énoncé, de façon à en sortie, en revanche, parce qu'il a les mains dans la farine, être en capacité de recevoir un énoncé oral. Donc ça dépend, quand on dit voicebot, ça peut être les deux, de la voix en entrée et de la voix en sortie, comme ça peut être des déclinaisons différentes en fonction des cas d'usage. D'accord. Alors mettre en place un voicebot, ça veut dire mettre en place un paquet d'outils. Il y a d'abord effectivement toute la phase de transcription. Un système de reconnaissance de la parole. Exactement. Ensuite, ça veut dire à travers ce qu'on récupère ou par le biais de ce qu'on récupère, au niveau textuel, être capable de pouvoir analyser, synthétiser ce qui s'est dit pour pouvoir formaliser une réponse par rapport à une base de connaissances. Tout à fait, c'est là qu'interviennent le NLP, le NLU, le NLG, donc Natural Language Processing, U pour Understanding et G pour Generation. Donc l'idée, c'est d'être en capacité de traiter le langage naturel, c'est ce qu'on appelle aussi le TALN en français, pour réussir à récupérer l'intention sous-jacente dans l'énoncé, les mots-clés de l'énoncé, de façon à pouvoir calibrer la réponse en fonction de la base de connaissances, mais aussi, pourquoi pas, en fonction de l'état du dialogue. Je ne vais pas parler de la même façon entre la première interaction dans le dialogue et l'avant-dernière. Pensez à ces affreux bots, quand on leur dit merci en fin de discours, qui vous disent « je suis désolé, mais j'ai pas compris la question ». Il serait de bon ton de réussir à mieux gérer l'état du dialogue pour se rendre compte que au 15e tour de parole, alors que tout est réglé, le merci sert juste à conclure et qu'il n'est donc pas utile de réembrancher une question sur ce merci final. C'est toute cette machinerie, donc comprendre, essayer de comprendre du moins, de capturer les usages et l'intention, gérer l'état du dialogue, et permettre, en fonction de ce qu'on a réussi à circonscrire, de renvoyer la réponse prévue sur la tonalité qui correspond le mieux. Donc c'est la prise en compte de tous ces éléments labellisés, étiquetés, reconnus, qui permet de cibler la bonne réponse, et cette bonne réponse, il faut qu'on la renvoie. Alors on la renvoie via une interface graphique quand c'est un bot qui n'est pas doté d'une voix de sortie. On le renvoie via des micros et la synthèse, donc un système de synthèse, quand on a envie de faire du vocal. Très bien. On entend parler souvent de post-tagging, de topic modeling, de résumé automatique. Lématisation, mon préféré. Lématisation. Qu'est-ce que c'est que tous ces outils, quelque part, Carole ?
Alors, c'est capturer un usage à travers une grammaire. Alors, pour le coup, la linguiste est dans sa zone de confort. L'idée du NLP, c'est de réussir à taguer l'énoncé produit qui sort de la transcription ou qui sort du texte tapé par l'utilisateur pour retrouver les mots. Et là, vous noterez que c'est pas forcément simple, la question. Qu'est-ce qu'un mot? Oui. Alors, pas mal de gens vont me dire, c'est un mot, comme dans le dictionnaire. Oui, comment tu fais dans une phrase pour déterminer où tu mets les barres pour savoir où sont les mots? D'abord, d'accord, aujourd'hui, je coupe ou je coupe pas? Parce qu'il y a des espaces, mais qu'est-ce que je fais finalement? Et là, c'est les quelques problèmes de tokenisation, de retrouver les mots pour ce qu'ils sont dans un énoncé que l'on doit traiter. Qu'est-ce qu'on fait des smileys? Est-ce qu'on les garde? Est-ce qu'on les garde pas? Comment on les traite? Parce que ce n'est pas une suite de lettres, ce sont des caractères Unicode. Comment je les traite? Est-ce que je les garde? Ce sont toutes les questions qu'on doit se poser. Et puis après, la structure de mes mots. Comment est-elle? Comment j'arrive à déterminer, grâce à des apprentissages, grâce à mes connaissances de la grammaire dans la langue qui est la mienne ou qui est au moins la langue cible du bot, ce que j'ai réellement, de façon à pouvoir réarchitecturer la phrase objectivement, de façon à voir ce qui est mis en question, ce qui manque, puisque c'est sûrement ça qui fait l'objet de la question, ce que l'on a déjà comme information, et on passe tranquillement, comme ça, du NLP au NLU, où on essaye de circonscrire les éléments qui nous manquent, auxquels on doit répondre, et de façon à passer au NLG, c'est-à-dire dans ma base de connaissances, qu'est-ce qui est l'intention, et à cette intention-là, qu'est-ce qu'on a décidé de répondre? On voit bien que c'est pas simple du tout. Alors, quand on parle du voicebot de la mort, on peut s'attendre à ce que notre voicebot il soit capable de comprendre aussi autre chose que le simple sens des mots et des phrases qu'on exprime, c'est-à-dire qu'il puisse capter notre humeur, nos sentiments. Alors, Jean-Luc Vallon, hein, il veut tout. Voilà. Donc ça, aujourd'hui, dans le voicebot de la mort, est-ce que on le traite et comment on le traite surtout? Parce que ça fait appel à pas mal d'autres choses. Alors évidemment, bien sûr on a envie de le traiter puisqu'on a envie de capturer tous les usages, y compris dans la finesse d'expression qu'ils peuvent avoir. Ça dépend beaucoup, on parlait de voicebot, ça dépend beaucoup de la transcription en entrée. Si vous avez une transcription qui est mauvaise et qui n'arrive pas à mettre en mots la réalité de ce que je viens de dire, eh bien évidemment ça va être compliqué de savoir quelle va être l'émotion, de savoir quelle est la construction de l'énoncé. Quand il n'en a pas, c'est assez complexe. Et puis il faut bien s'imaginer que le système va donner une réponse, mais est-ce que cette réponse est la bonne? Toute la question est là. Un système de reconnaissance de la parole, comme un système, comme différentes briques de NLP, va toujours vous donner le résultat le plus probable, compte tenu des apprentissages et compte tenu de l'algo et compte tenu de la construction de la brique. Pour autant, on se heurte parfois à des difficultés. Si j'ai un système de reconnaissance de la parole en entrée, qui n'est pas travaillé sur de la langue spontanée, donc qui n'arrive pas à me reconnaître et à me transcrire un et toutes ces petites disfluences qu'on entend dans la conversation, ou qui, en plus, n'est pas appris sur la langue cible, le vocabulaire cible, et à qui je parle de choses qu'il n'a jamais apprises, la reconnaissance va être erronée, et je vais avoir d'autant plus de mal à travailler dessus. En revanche, si j'essaye de travailler un système pour reconnaître, par exemple, ces disfluences, quitte à les enlever parce qu'elles ne comptent pas réellement comme étant une information dans le discours, eh bien, à ce moment-là, je peux mieux capturer et donc mieux évaluer derrière ce qui est mis en jeu dans l'énoncé et donc réussir à capturer des éléments acoustico-phonétiques, c'est-à-dire des choses dans ma voix et dans le son qui disent le niveau de stress, qui disent éventuellement certaines polarités, pourquoi pas des bribes d'émotions, et je peux d'autant mieux travailler et cibler mes efforts sur certains éléments. Donc toujours avoir une belle brique d'entrée parce qu'elle est quand même hautement déterminante pour la suite des traitements. C'est vraiment effectivement la priorité, je dirais la pierre d'angle sur laquelle on peut s'appuyer pour construire effectivement le fameux voicebot de la mort. Tout à fait, on comprend bien qu'évidemment si dès le départ on se prend les pieds dans le tapis, on va avoir du mal à se rattraper à la fin.
Alors parfois ça fonctionnera quand même parce que l'univers est pas bien compliqué, parce que on arrive à capturer le mot-clé dont on avait besoin, mais le plus souvent dans des vraies situations de dialogue et d'interaction, très vite on a affaire à des complexités de langage qui font que effectivement il vaut mieux avoir une jolie brique d'entrée si on veut s'en sortir. Il y a plusieurs dimensions dans ce que tu dis par rapport à la constitution de ces fameux corpus de départ d'apprentissage pour faire en sorte qu'on arrive à reconnaître effectivement le bon mot, la bonne phrase. Le bon mot en contexte surtout. Voilà, c'est ça. Je suppose que cette partie-là, elle sous-entend qu'on prenne en compte différents éléments comme l'environnement acoustique par exemple. Tout à fait. On ne va pas travailler de la même façon en studio dans un joli studio télé sur un plateau de télévision par exemple, comme on va travailler près d'un tarmac d'aéroport pour capturer la voix ou pour essayer de s'en sortir sur la transcription. De la même façon, si on reste dans cet univers, comment je fais pour transcrire quelqu'un qui a le mauvais goût de parler en plein vent, en place publique sur un trottoir, alors que mon système est plutôt, lui, issu de conversations dans une jolie salle, moins bruitée, moins ventée et moins sujette aux aléas de la météo. C'est tout un travail que l'on doit faire via les systèmes de reconnaissance de la parole et via ce qu'on appelle le modèle acoustique, c'est-à-dire comment on va réussir à modéliser les sons et à retrouver ce qui est de l'ordre de ma voix dans un environnement où il peut y avoir des bruits, et parfois des bruits très 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 ténus, très légers, mais qui compliquent les choses. Pensez à celui de la pluie, par exemple, dont on a l'impression que ça fait pas de bruit. Bah si, ça fait du bruit, la pluie qui tombe. C'est très bien, Carole. Et puis ça me permet de rebondir sur quelque chose d'autre qui est la notion souvent d'accent, de langue parlée. Est-ce que le fameux voicebot de la mort, c'est, je dirais, un voicebot qui est capable de parler plusieurs langues ou de reconnaître plusieurs langues? C'est un voicebot qui fait ce qu'on appelle de l'adaptation locuteur. Dans ce que tu dis, il y a deux choses. Il y a d'une part la langue cible, c'est-à-dire en entrée, est-ce que je parle français, allemand, mandarin, russe, pachtou, que sais-je encore. Et langue de Marseille, par exemple. Éventuellement un anglais accentué, pourquoi pas. C'est toutes ces questions. Alors oui, effectivement, deux dimensions. D'une part, la détection de la langue, et d'autre part, l'accent du locuteur, hein, qui peut effectivement prendre des tonalités, des hauteurs différentes, notamment en langue spontanée, c'est-à-dire que si on demande à quelqu'un de lire un document, ou si c'est un habitué, il utilise ses notes, on va avoir affaire à du moins spontané. Souvent, l'accent se gomme un peu, parce que comme on a préparer un petit peu son discours, on le travaille et c'est plus facile à capturer. Généralement, on gomme aussi un peu naturellement son accent parce qu'on travaille sa voix. En revanche, si je suis dans une discussion à bâton rompu et je perds la conscience d'être enregistré, comme ça peut nous arriver parfois tous les deux, eh bien, ma langue va se faire plus spontanée, mes accents, quel que soit l'endroit d'où je viens, vont ressortir, et il est nécessaire de faire cette adaptation dans mon système. Je dis souvent, par exemple, que dans le système sur lequel je travaille moi, j'ai, grâce au dictionnaire de phonétisation, intégré des variantes régionales dans la prononciation, avec notamment les E si chers à nos amis du Sud que nos amis du Nord ont tendance à totalement manger. Pensez à toutefois qui va être où le E va être très présent dans le Sud et très absent dans le Nord, toutefois. Et tout est comme ça. Si je vous dis médecin, est-ce que je le fais sentir ce E ou pas? Ou est-ce que je dis médecin parce que je suis pressée et que j'y vais vite parce que je suis malade? Pareil, la bonne mère, moi je vais avoir tendance à le dire de manière beaucoup plus ramassée que ça, elle est à Marseille, et vous verrez sa réalité. Et le pneu, c'est pire, il est où le E après le P? Et pourtant, tous les sudistes, et on vous embrasse, le disent. Donc il faut bien apprendre au système ces variantes phonétiques et phonologiques, c'est-à-dire comment on prononce en contexte. Donc on s'aperçoit que effectivement construire un voicebot de la mort, c'est pas facile, c'est même extrêmement complexe. Disons qu'il faut avoir les bons corpus d'apprentissage et une connaissance. C'est toujours pareil, hein, qu'est-ce que je m'en sortis? Quelle est ma population?
à quoi je dois être attentif pour pouvoir le mettre dans l'apprentissage de façon à ce que, via cet apprentissage, la probabilité d'existence de cette prononciation, de ce mot en contexte, de cette réalité, va pouvoir réellement exister et sortir. Donc si aujourd'hui je veux concevoir et déployer un VoiceBot, par exemple au sein du lab, pour le compte de nos Axisiens, ça exige quoi comme compétence? Tu m'appelles? Je dirais que ça exige d'avoir connaissance des systèmes existants. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup de deep learning. Effectivement, il y a des choses qui sont bluffantes et extrêmement intéressantes. Il faut malgré tout toujours voir par rapport à la cible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a de très beaux systèmes qui peuvent être très efficaces sur de la parole lue, mais qui sont très mauvais en parole spontanée. Donc quel est l'intérêt de dépenser des milliers d'heures d'apprentissage en amont si en sortie, il est moins bon qu'un système qui demandera moins de données, mais qui auront été plus cœur de cible. Il y a vraiment tout ce travail sur le choix des technos, mais aussi des corpus d'apprentissage par rapport à ce que je veux en sortie, qui est à faire. C'est vraiment la première action, c'est mon cahier des charges, il a quelle tête, qu'est-ce que je veux dedans, qu'est-ce que doit faire mon système de recours, parce que quelle est ma langue cible. Une fois qu'on a ça, eh bien on peut s'interroger. Est-ce que je fais appel à des prestataires extérieurs qui ont parfois de très très jolies solutions? Est-ce que je construis moi-même un système de reconnaissance de la parole? Pourquoi pas? Ça arrive parfois. De quelles données puis-je me munir, utiliser pour réussir à bien construire les apprentissages et avoir ce que je veux en sortir, ce qui fait que ça va nécessiter une évaluation. Est-ce que je reste cœur de cible ou est-ce que mon système a des lacunes qu'il va falloir que moi, humaine, j'analyse et que je comble? Alors effectivement, on voit bien à travers ce que tu nous dis que ça fait appel à pas mal de compétences, linguistes, experts métiers, puisque ne jamais les oublier. Ce sont eux qui vont connaître la terminologie du métier, les usages, les habitudes langagières, les mots en contexte, les habitudes des locuteurs, qui vont pouvoir vous dire que vous avez dans vos équipes tellement d'accents différents, qu'ils soient régionaux, francophones ou liés à des origines étrangères qui troublent un peu la prononciation du français. On va avoir tous ces éléments qui vont jouer. Quels sont mes locuteurs, quelle est ma langue? Des spécialistes du comportement, puisque si on veut aller un petit peu plus loin vers le VoiceBot et arriver à... donc effectivement, des acousticiens aussi parfois. Toujours très utile pour le modèle acoustique. Comment on se débrouille de ce flux audio? Alors notamment un verrou scientifique, comme aiment à le dire les chercheurs, qui se lève peu à peu, mais qui nécessite toute l'expertise des acousticiens, c'est comment je gère le téléphone, par exemple, où généralement on a des fichiers audio qui sont, pardonnez-moi l'expression, passablement pourris. Et comment je fais pour réussir à retirer de cette substantifique moelle suffisamment d'informations pour que mes systèmes puissent réussir à sortir des mots. Tout à fait. Eh ben, merci beaucoup Carole, et puis à très bientôt pour un prochain Lab Pod. À très vite, merci.